Ce webinaire vous est présenté par AmCham Canada, chapitre Québec et le Conseil du patronat du Québec. Je m'appelle Stéphanie Murphy, je suis conseillère stratégique internationale à Polytechnique Montréal et vice-présidente de AmCham Québec. Notre panel aujourd'hui est composé d'experts dans le domaine des semi-conducteurs qui mettront l'accent sur les enjeux auxquels nous sommes confrontés et sur l'opportunité qui s'offre à nous au Québec. Normand Bourbonnais, président-directeur général de Technum Québec, zone d'innovation de Bromont. Marie-Josée Turgeon, présidente directrice générale du Centre de collaboration Micro, Innovation C2MI. Stéphane Tremblay, directeur en chef IBM Assemblage et Test de Bromont. Claude Jean, vice-président exécutif stratégie et partenariat Teledyne Delsa Bromont. Le panel sera animé par Michel Belval, président d'AmCham Québec, et modéré par Carl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Michel Belval est le président de la Chambre de commerce américain au Canada, chapitre Québec, depuis 2019. Il détient les nationalités américaines et canadiennes, a passé 4 ans à l'Assemblée nationale du Québec à titre de conseiller politique et a participé à différents comités politiques et d'affaires au gouvernement provincial et fédéral. Michel a également travaillé pour des entreprises internationales comme Bombardier Aéronautique et PwC. Il est, depuis 8 ans, directeur de compte pour technologie et solutions. Gestionnaire chevronné, ayant plus de 30 ans d'expérience au sein du milieu des affaires et du milieu politique, Carl Blackburn est président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec depuis juin 2020. Avant de se joindre au CPQ, M. Blackburn occupait le poste de directeur principal, Affaires publiques et relations gouvernementales pour le Canada chez Produits forestiers résolus, après une carrière politique au sein du Parti libéral du Québec. Carl est très actif à faire entendre les enjeux des employeurs du Québec au sujet des besoins actuels et futurs du marché du travail, et la prospérité durable du Québec demeure une priorité dans chacune de ses interventions. Yeah, I don't know why my Teams on my computer doesn't work. Stephanie, you're on mute. Yeah, you're on mute, Steph. Stephanie, you're on mute. Est-ce que vous m'avez entendu du début? Non, On a perdu 1 minute à peu près. Est-ce que je recommence ou Depuis Carl, on t'a entendu jusqu'à Carl. jusqu'à la fin de Carl? Ou... Je pense que oui. OK, pardon. Je vais juste répéter la dernière phrase, excuse-moi. Carl est très actif à faire entendre les enjeux des employeurs du Québec au sujet des besoins actuels et futurs. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, Oui. OK. Les besoins actuels et futurs du marché du travail et la prospérité durable du Québec demeurent une priorité dans chacune de ces interventions. Nous vous demandons de conserver vos micros et vos caméras fermées tout au long du webinaire. Nous répondrons à toutes vos questions soumises via le clavardage ou la section questions et réponses de Zoom. Encore une fois, merci de vous joindre à nous aujourd'hui en si grand nombre pour un sujet manifestement d'une grande importance. Bonne écoute. Michel, c'est à vous. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, comme Stéphanie mentionnait, je suis le président de AmCham Québec, mieux connu sous le nom aussi de la Chambre de commerce américaine au Québec, dont la mission principale est de favoriser les échanges commerciaux entre les États-Unis et le Canada. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur les semi-conducteurs réalisé en partenariat avec le Conseil du patronat du Québec. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans une exploration des enjeux et des opportunités passionnantes qui se dessinent pour le Québec dans le domaine des semi-conducteurs. Au cours de notre discussion, l'investissement colossal de 52 milliards de dollars du gouvernement américain dans le développement des semi-conducteurs pour assurer une autonomie du Nord-Amérique en matière de développement technologique et le rôle du corridor Albany-Bromont, une initiative qui promet de redéfinir l'écosystème technologique et économique du Québec. Bromont se profile comme une zone clé dans cette transformation
offrant des opportunités stratégiques et économiques inégalées. Le 24 mars 2003, le président Biden mentionnait dans son discours à la Chambre des communes le rôle clé de l'usine IBM située à Beaumont. En collaboration avec le Conseil du patronat du Québec, ce webinaire vise à dévoiler les multiples facettes de cette opportunité exceptionnelle. Nous examinerons comment ce partenariat avec les Américains peut catalyser l'innovation, stimuler la croissance économique et positionner le Québec, principalement le secteur de Bromont, en tant que joueur majeur sur la scène nord-américaine des semi-conducteurs. Attendez-vous à des analyses et des perspectives éclairantes. Ensemble, nous examinerons les différentes possibilités qui s'offrent pour le Québec. Je cède maintenant la parole au PDG du Conseil du patronat du Québec, M. Carl Blackburn. Merci beaucoup, Michel. Alors, c'est les joies du direct. Alors, on a eu quelques petits soucis de technologie dès le départ, mais sachez que ce n'est que passager. Alors, merci, Michel, pour cette présentation. Mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, je vous remercie sincèrement d'être présent aujourd'hui pour cette discussion sur les enjeux stratégiques liés aux semi-conducteurs, un domaine dont l'importance n'a cessé de croître, surtout à la lumière des récents bouleversements dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, exacerbés bien évidemment par les effets de la pandémie et les conflits internationaux. Je tiens tout d'abord à souligner le fait que ce webinaire est le premier événement du CPQ pour l'année 2024. La prochaine année sera remplie de défis pour les entreprises du Québec. Le CPQ croit donc qu'il est important d'explorer les différentes avenues et opportunités qui se présentent au secteur d'affaires québécois, comme celui, par exemple, des semi-conducteurs. Je tiens à exprimer ma gratitude envers Michel Belval de l'AmCham Québec pour son leadership et son engagement dans ce secteur à grand potentiel pour l'économie québécoise. Nous sommes tous conscients que les semi-conducteurs jouent un rôle vital dans notre économie moderne en alimentant l'innovation technologique qui façonne bien évidemment notre quotidien. Les intervenants d'aujourd'hui représentant des organisations et des entreprises éminentes et apportent une expertise inestimable à cette discussion. Leurs connaissances approfondies sur les défis et les opportunités dans le domaine des composantes électroniques et des semi-conducteurs enrichiront notre compréhension collective et contribueront à éclairer les actions nécessaires pour faire face à ces enjeux critiques. Alors que les États-Unis renforcent leurs investissements pour attirer les grandes entreprises sur leur sol, le Canada, et particulièrement le Québec, cherchent à se positionner stratégiquement dans ce paysage en mutation rapide. Des initiatives telles que le corridor stratégique de Bromont-Albany témoignent de notre engagement envers l'innovation et la relocalisation de la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, cette tribune de discussion offre une opportunité précieuse de réflexion collective sur la manière dont le Québec et le Canada peuvent relever les défis liés aux semi-conducteurs. C'est un moment clé pour collaborer, partager des idées novatrices et explorer des solutions audacieuses. Merci encore à tous nos panélistes pour leur participation active, leur expertise et leur volonté de contribuer à un avenir plus résilient et prospère pour notre secteur des semi-conducteurs. Je laisse maintenant la place à Michel afin d'introduire nos panélistes. Merci beaucoup, Carl. Tel que mentionné, aujourd'hui, nous avons une chance inouïe d'avoir 4 panélistes qui sont vraiment des acteurs impliqués dans le monde des semi-conducteurs au Québec. Alors, j'inviterai le premier panéliste, qui est Normand, de nous faire une présentation de Technum Québec. Alors, c'est à toi, Normand. Bonjour tout le monde, ça va être relativement rapide. J'ai une petite présentation de quelques pages. Alors, les zones d'innovation, c'est maintenant le nouveau véhicule que le gouvernement du Québec a décidé de mettre en place pour reconnaître les impacts économiques de certains segments de marché sur l'économie québécoise, et les systèmes électroniques intelligents font partie de ces 3 nouvelles zones qui ont été nommées par le gouvernement du Québec. Prochaine page. Alors, le rôle et responsabilités sont relativement simples. On veut définitivement accroître le passage de l'idée au marché, donc accroître la commercialisation. C'est un des éléments forts des zones d'innovation. Et quand on parle d'attirer les investissements privés étrangers, bien, dans ce qui est en train de se passer au niveau de la microélectronique, on voit une relocalisation des chaînes d'approvisionnement. On va vous expliquer tantôt pourquoi cette relocalisation-là a lieu en ce moment
Plusieurs politiques ont été mises en place. Alors, on travaille très près avec les organisations comme Investissement Québec ou Invest in Canada pour attirer des firmes et venir complémenter ce qu'on a déjà au Québec. Et bien sûr, ça se fait toujours au travail de la croissance propre et durable. Donc, excusez-moi, le côté green, le côté éco-responsable est un élément extrêmement important. Et vous avez un paquet d'éléments là, qui sont sur la charte là, qui vous expliquent aussi des sous-éléments dans lesquels on est responsable. Dernière page. Et je pense que c'est la partie la plus importante, c'est quand on parle des systèmes électroniques intelligents, beaucoup de gens n'ont pas vraiment la compréhension fine de ce que c'est. Mais théoriquement, quand on parle de technologie, on parle maintenant de capteurs, de senseurs, on parle d'électronique. Alors, vous voyez, tous les segments de marché sont présents. On n'a pas vraiment de produit final, mais on est intégré dans ces produits-là. C'est pour ça qu'on a un impact si important dans toutes les sphères de l'économie et on en est fiers. Et à partir de là, ben, on travaille avec tous ces verticaux-là pour augmenter l'impact des systèmes électroniques au travers de nos segments de marché. Alors voilà pour ce qui est Technum Québec. Merci beaucoup, Normand. J'inviterai maintenant Marie-Josée de faire une présentation sur le Centre de collaboration micro-innovation, mieux connu sous C2MI. Marie-Josée. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous parler un petit peu du CDMI, de ce qu'on fait, de ce qu'on est aussi. Donc, le CDMI, c'est un centre de recherche et développement dans le domaine des semi-conducteurs. On est situé à Bromont, dans la zone d'innovation dont Normand vient de parler aussi. Au C2MI, on travaille sur plusieurs technologies qui sont tout à fait d'actualité. Donc, entre autres, les MEMS, donc tout ce qui est capteurs, senseurs, l'assemblage de semi-conducteurs, donc peu importe la forme de semi-conducteur, et l'électronique imprimée. Mais le C2MI, ce n'est pas juste un centre de recherche, je vais dire ordinaire, mais c'est un centre de recherche qui est unique parce qu'il permet plusieurs choses. Donc, premièrement, un accès à une infrastructure de type manufacturière avec des équipements à la fine pointe de la technologie. Donc, notre objectif, c'est toujours d'avoir les derniers équipements sur le marché, même d'avoir des fois le numéro de série 001 pour travailler sur les prochaines technologies. Ça donne aussi un accès à des compétences et de l'expérience, choses qui sont très importantes quand on parle de recherche et développement. Ça permet aussi accès au savoir académique, donc à travers différents projets de collaboration, mais toujours dans un environnement qui est celui du CDMI, donc un environnement manufacturier. Finalement, ça permet un accès aussi à un écosystème complet. Donc, on parle de plus de 400 entreprises qui sont là pour supporter toutes les compagnies à tous les stades de leur développement. Donc, tout ça, on a un seul but, diminuer le risque à la mise en marché tout en accélérant la commercialisation. Donc, on est aussi chanceux au C2MI de faire partie de la zone d'innovation. On va en parler un petit peu plus tard aussi, mais d'être supporté aussi par des partenaires industriels qui sont leaders respectifs dans leur marché. Puis, je vais les laisser se présenter. Merci beaucoup, Marie-Josée. J'inviterai maintenant Stéphane de l'usine d'IBM Bromont à nous présenter IBM Bromont. Oui, bien, bonjour tout le monde. Alors, quand on parle de l'usine de Bromont, je pense que c'est important de vous présenter brièvement quelle est notre mission. Donc, vous voyez l'usine ici. Donc, si on va à l'autre page, notre mission est celle de libérer le plein potentiel des semi-conducteurs les plus évolués au monde. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Mais quand on regarde l'image en bas à droite, on voit un wafer, une gaufre. Donc, ces puces-là, chacune des images représente une puce qui contiennent des milliards de transistors qui vont faire le travail, la fonction attendue. Et cette technologie-là, pour qu'elle puisse offrir son travail, mais il faut créer un chemin d'accès aux électrons pour se rendre à ces microstructures-là qui, encore une fois, contiennent des milliards de transistors. Et c'est notre mission de faire l'interconnexion de ces structures-là immensément denses à travers des dizaines de milliers, je dirais, de petits micro-connexions à un substrat qui va créer un chemin pour les électrons pour avoir accès. Et une fois qu'on a créé ces connexions-là, il faut produire un environnement safe, je dirais, donc sécuritaire, qui va durer dans l'application et dans l'environnement soumis par la puce en question, et aussi une solution thermique pour que la température soit bien contrôlée. Donc, c'est tout ça qui consiste à l'assemblage. En plus, ensuite, on en fait la vérification électrique pour assurer que toutes les fonctions rencontrent les spécifications des clients. Puis lorsqu'on a
fini ce premier chemin-là, ben, on envoie ces pièces-là à nos clients qui, eux, vont intégrer ces modules-là vérifiés dans leur application qui va devenir un produit utilisé dans le marché. Donc, si on va à l'autre page, quel exemple de produit, mais pour nous, pour IBM, ça représente différentes solutions d'assemblage qui sont montrées par les images, que ce soit des modules qui sont des microprocesseurs pour les systèmes d'IBM ou des solutions d'encryption ou de gestion de la mémoire. Bref, des composantes qui sont dans les serveurs d'IBM et tous les serveurs d'IBM contiennent des pièces et sous-assemblés produits ici à Bromont parce qu'on est la seule usine avec la mission d'assemblage et de test pour IBM dans le monde. Et ces solutions-là ben, supportent des travaux comme dans le monde financier, toutes les transactions, 95% et plus des transactions de cartes de crédit financières sont exécutées par des systèmes IBM, donc des systèmes qui doivent être très sécuritaires et très fiables. IBM, de par cette mission-là, nous pousse à être au diapason de la technologie, au devant même de la technologie, développer toutes ces compétences-là et ces capacités-là, mais offre pas beaucoup de volume. C'est pourquoi on offre aussi ces services-là au marché externe pour desservir différents marchés qui sont montrés en bas à gauche. Et vous avez aussi des exemples de comment ça se traduit dans une panoplie de différentes architectures, je dirais, de modules, mais toujours avec cette fonction-là de faire un premier fan-out, qu'on appelle en anglais, je ne trouve pas le mot français, je m'excuse, pour avoir accès à ces puces très sophistiquées. Voilà ce qui explique la mission de l'usine ici à Bromont. Merci beaucoup, Stéphane. J'inviterai maintenant Claude de Télédine Canada à nous parler de l'entreprise. Oui, bonjour, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Bon, la première slide, ça fait juste illustrer un peu la complexité le genre d'environnement dans lequel on travaille à l'usine de Bromont. On peut passer à la prochaine slide. Donc, Teledyne, c'est une compagnie qui est très diversifiée là, au niveau de toutes sortes de produits électroniques. Comme on voit à gauche de la vision industrielle, donc on fait de multiples types de caméras qui sont utilisées dans à peu près toutes les lignes d'assemblage que vous pouvez imaginer. On fait aussi des caméras qui sont utilisées dans le domaine médical pour les équipements d'imagerie médicale. L'aérospatiale, on est bien connu pour avoir fabriqué à Bromont les capteurs d'images qui sont utilisés dans les rovers sur la planète Mars. Tous les rovers qui sont allés sur la planète Mars utilisent des capteurs qu'on a fait à Bromont, l'imagerie thermique pour détecter des défectuosité, soit dans des installations électriques, des pertes de chaleur, toutes sortes de véhicules autonomes. J'ai mis un drone ici, mais ça peut aussi être des véhicules qui se promènent sous l'eau. Donc, toutes ces applications-là, ce qu'il y a en commun, c'est des capteurs, des sensors semi-conducteurs, dont certains sont fabriqués dans notre usine de Bromont. C'est une usine qui existe, qui est là depuis 1976, qui emploie à peu près 450 personnes en ce moment. Et en bas, là, au milieu, j'ai mis la photo d'une tranche de silicium. Donc, comme Stéphane expliquait, la puce semi-conducteur est fabriquée sur une tranche de silicium. Donc, dans notre cas, des tranches soit de 150 mm ou 200 mm de dimension. Et éventuellement, ben, vous allez retrouver ces puces-là, comme on peut voir sur les images en bas à droite, là, ce que vous êtes capable de voir, par exemple, dans votre automobile, on voit le petit capteur de pression là, qu'on retrouve dans les automobiles, mais un multiple autre type de senseur. Je vais en parler tantôt un petit peu pendant la discussion. Donc, c'est ça notre rôle de l'usine de Bromont. On a aussi une usine à Edmonton, en Alberta, où on fabrique des produits semi-conducteurs sur tranche de silicium pour des multiples types d'applications. Ça complète mon introduction. Merci beaucoup, Claude. Alors, Carl, c'est à toi. Merci beaucoup, Michel. D'abord, pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui, vous voyez qu'on est ailleurs complètement là, sur les discussions que nous avons aujourd'hui. Puis je dirais que nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur des gens avec autant d'expertise pour nous tenter de nous faire bien comprendre un domaine, un secteur qui est extrêmement
compliqué dans certains cas, mais extrêmement porteur pour la suite. D'abord, j'aimerais m'adresser à Normand et à Stéphane. Quels sont les enjeux géopolitiques auxquels on doit faire face, auxquels l'industrie doit faire face des composantes électroniques et des semi-conducteurs en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde? Alors, quels seraient ou quels sont ces enjeux géopolitiques? Moi, je vais me lancer. Mais avant même de me lancer, j'aimerais mentionner aussi, vous avez dit un secteur névralgique. Ces gens-là, c'est des leaders de leur industrie. Il ne faut pas oublier ça. IBM, c'est la plus grande usine d'assemblage en Amérique. Tedan Dalsa, la plus grande indépendante au monde. Le C2MI, c'est le plus grand centre de recherche, moi, j'aime dire, en Amérique pour qu'est-ce qu'ils font. Alors, on a quand même de très grands joueurs et les zones d'innovation tournent autour justement de leaders qui poussent la technologie à l'avant. Donc, si on vient aux enjeux géopolitiques, il y en a plusieurs. Cerner tout ça à l'intérieur de 3-4 minutes, c'est relativement difficile, mais je vais me lancer, puis Stéphane va compléter, je suis certain ensuite de ça. En partant, la technologie, c'est au cœur des technologies modernes. On ne peut pas passer à côté. On a vu ce qui est arrivé durant la COVID. On a manqué de semi-conducteurs. Les usines ont dû fermer. Donc, théoriquement, faire partie des chaînes d'approvisionnement, c'est critique de façon à ce qu'on puisse avoir un levier financier, un levier de discussion et d'obtenir ces puces-là. Donc, si on ne contrôle pas nos chaînes d'innovation, définitivement, on est à la merci des pays étrangers. Donc, ça, c'est le numéro 1, je vous dirais. Le numéro 2, ben, on a parlé tantôt de conflits mondiaux. Donc, tous les armées modernes, puis on fait partie de l'OTAN, n'ont pas accès aux technologies les plus avancées parce que ça ne se fabrique plus maintenant en Amérique. Alors, seulement que pour fournir ces technologies-là, ben, il faut être un pays allié aux États-Unis. Donc, il faut faire partie des programmes ITAR où il faut fabriquer ces puces-là sur le territoire nord-américain. Et ça ne l'est pas. On a un gros écart technologique à remplir et c'est ce qu'on est en train de faire avec les politiques qui ont été mises en place et en Europe et aux États-Unis. Quand on parlait tantôt, Stéphane parlait de la sécurité informatique, ben, les gens qui font l'analyse des circuits aujourd'hui trouvent de temps en temps des circuits qui n'ont aucune idée quelle est l'utilisation de ce circuit-là. Donc, pour comprendre les circuits, pour comprendre les fonctions, ben, il faut les fabriquer à même nos organisations parce qu'autrement, on est toujours un petit peu comment je vous dirais ça, on est ouvert à des gens qui pourraient venir chercher de l'information au niveau de l'espionnage. Il faut comprendre que 90%, c'est énorme, des puces les plus avancées qui sont fabriquées actuellement sont fabriquées dans 2 pays, à Taïwan et en Corée du Sud. Et toute la relocalisation des chaînes d'approvisionnement, ben, c'est en train de regarder cet élément-là. Il y a plus de 300 milliards de dollars qui vont être investis aux États-Unis dans les 10 prochaines années. Alors, la relocalisation des chaînes d'approvisionnement sont cruciales pour nos économies. Si on ne met pas ces politiques-là en place, ben, on va toujours être un petit peu on ne sera pas à l'abri de chaînes d'approvisionnement qui ne seront pas résilientes. On va avoir la difficulté à obtenir les pièces qu'on a besoin. Puis on va avoir encore des usines qui vont fermer pendant 1, 2 ou 3 semaines parce qu'on va manquer de pièces. Alors, très important de se positionner dans cette économie-là. Normand, j'ai juste une question. Tu as dit 90% des fabrications ou des puces électriques sont concentrées dans 2 usines actuellement dans le monde? Les plus avancées. Ils ont plusieurs usines, mais c'est dans 2 pays. Donc, quand on parle de technologie, 2 nanomètres, 3 nanomètres, 5 nanomètres, Intel aux États-Unis a arrêté autour de 10 nanomètres. Les nanomètres étant la dimension, si vous voulez, des transistors. Alors, on est en arrière et cet écart technologique-là, ben, doit être rempli. Sans ça, on n'y arrivera pas. Et il va y avoir énormément d'argent qui vont être investis là-dedans, et en Europe et aux États-Unis, pour fermer cet écart technologique-là. Merci, Normand. Stéphane? Ben, plusieurs éléments que je vais reprendre de Normand avec ma perspective, puis peut-être quelques informations complémentaires. Mais comme le disait Normand, les technologies de pointe, parce que l'environnement des semi-conducteurs, c'est une chaîne d'approvisionnement très complexe et très vaste. Mais quand on se concentre sur les technologies de pointe, donc les nœuds technologiques les plus récents, comme Normand en faisait mention, ben, aujourd'hui, ces nœuds-là sont majoritairement fabriqués soit par Samsung ou TSMC en Corée ou en Taïwan. Intel est un joueur important. Et alors qu'Intel, historiquement, dans les nœuds technologiques précédents, était le leader, et les nouvelles technologies qui sont développées sur un rythme à peu près à tous les 2 et 3 ans, puis la nouvelle technologie amène
une augmentation de la performance, soit encore des solutions plus denses, plus performantes ou qui consomment moins d'énergie pour produire le même travail. Bref, ces nouvelles technologies-là, mais c'est ça qui est au cœur de l'innovation, des nouveaux produits, des nouvelles applications, des nouvelles bidules qu'on utilise dans tous les pans de l'économie et de la société. Donc, que ce travail-là, qui était historiquement lancé par Intel aux États-Unis en premier et les autres suivaient, bien, depuis quelques nœuds, c'est le contraire qui se passe. Et comme Normand le disait, à ça, on ajoute qu'il y a juste 15 de l'ensemble des semi-conducteurs requis dans le monde qui est produit aux États-Unis. C'était au-dessus de 30 des années 80, c'est maintenant moins de 15 Alors, le fait que la chaîne d'approvisionnement s'est déplacée de l'Amérique du Nord vers l'Asie principalement et que les technologies de pointe sont maintenant produites ailleurs qu'aux États-Unis, bien, c'est les deux grands éléments qui ont amené le gouvernement américain à mettre le CHIPS Act en place pour restimuler l'investissement. Parce que quand je dis que les nouveaux nœuds se développent à tous les 2-3 ans, bien, ce n'est pas juste une fois. C'est embarqué dans une journey, dans un domaine qui requiert toujours les compétences, les capacités pour développer ces nouvelles solutions-là, les mettre en marché rapidement et avoir la capacité de les produire le plus possible localement. Donc, voilà les objectifs du CHIPS Act. Puis, à ça, bien, si vous faites le lien avec ce que vous présentez par rapport à notre mission, bien, tout ce semi-conducteur doit être assemblé pour créer le chemin, pour être utile dans une application. Puis, quand on parlait de 15 des semi-conducteurs produits, mais pour l'assemblage, c'est encore moins. Il y a moins de 3 de l'assemblage qui est fait en Amérique du Nord. Donc, encore faut-il, oui, ramener la production de semi-conducteurs en Amérique du Nord, mais si, quand c'est fini, il faut tout retourner en Asie pour faire l'assemblage, on n'a pas créé une chaîne d'approvisionnement nord-américaine. Donc, il y a une opportunité là, on pense, évidemment, étant dans ce milieu-là. Puis, il faut aussi, comme dernier élément, pas oublier quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même encore 85 des nouveaux produits de l'innovation, du design qui est produit aux États-Unis dans les semi-conducteurs. Donc, c'est de ramener la capacité de produire la technologie la plus récente et en faire la production manufacturière de masse de façon plus importante. Et encore une fois, le CHIPS Act vise ces objectifs-là. Stéphane, avant de laisser la parole à Michel, tantôt tu as parlé aux 2-3 ans de créer un nœud. Qu'est-ce que ça veut dire, créer un nœud? Bien, le nœud, c'est ce qu'on appelle, c'est ça, c'est les nouvelles technologies, puis souvent sont caractérisées par la dimension des transistors. Ah, okay, Donc, okay. maintenant, ce qui est en production, c'est le 5 nanomètres. En développement qui commence à être produit, c'est le 3 nanomètres. Puis là, bien, les gens travaillent sur les prochaines structures qui vont permettre de mettre en marché du 2 et 1 nanomètre. Donc, on est rendu à 1 x 10 à la moins 9 de dimension de transistors. Donc, chacun de ces nœuds-là, cette nouvelle technologie-là, habituellement, va améliorer de 30, 40, 50 la performance. Et ça permet aux designers d'avoir de nouvelles idées, d'incorporer de nouvelles fonctions, de nouvelles capacités qui se traduisent dans notre quotidien par toutes les choses qu'on peut faire aujourd'hui avec un cellulaire, que là, si on recule juste le 10 ans, qui est 3-4 nœuds technologiques en arrière, réfléchissons quelques minutes. Qu'est-ce qu'on faisait avec un téléphone intelligent il y a 10 ans? Et ce qu'on fait avec ça aujourd'hui, c'est incroyable l'écart entre les deux. Puis c'est cette course-là qui se continue. Merci Stéphane. Merci Normand. Alors Michel, je te cède la parole pour les prochaines. Merci beaucoup, Carl. Quelle information intéressante. Quand on parle d'enjeux géopolitiques, veut pas, on parle aussi, c'est intimement relié au fond dans les secteurs de l'économie. On parle d'économie. Alors, la deuxième question serait à savoir, quelle est l'importance du secteur des semi-conducteurs dans l'économie actuelle? J'inviterai Normand à répondre. Pas une question facile pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt. On n'est pas vraiment une industrie verticale, on est horizontale. Donc, l'impact des technologies elle se situe dans à peu près toutes les sphères de l'économie. On peut parler d'agriculture, on peut parler de télécommunications, on peut parler de sciences de la vie, même le quantique.
95% des puces qui sont utilisées dans le quantique, c'est des puces classiques, c'est des puces de la microélectronique, donc des choses qu'on fait. Transition énergétique, on parlait d'électronique de puissance, l'aérospatiale, l'automobile, il y en a à peu près partout. Mais si on regarde au Québec, là, avec des données qui sont peut-être de 3-4 ans vieilles maintenant, mais si on isolait ça au Québec, il y a 45 000 emplois, il y a plus de 800 entreprises qui touchent à ça. C'est 5,5 milliards de PIB, puis c'est 11 milliards de revenus annuellement. Alors, si on compare ça à l'aérospatiale, c'est une industrie de la même dimension que l'aérospatiale. Donc, quelque chose de relativement très important, mais quelque chose qu'on n'entend pas parler. Pourquoi? Bien, parce que nos produits sont embarqués. Puis je donne toujours l'exemple un peu des simulateurs de vol de CAE. Si vous demandez aux gens de CAE dans quel segment de marché, dans quelle industrie ils se retrouvent, ils vont vous parler d'aérospatial. Bien sûr, ils fabriquent des simulateurs de vol. Mais qu'est-ce qu'un simulateur de vol autre qu'un paquet de cartes électroniques, un paquet de software, puis quelques vérins mécaniques? Alors, c'est vraiment une industrie qui est directement reliée à l'électronique, mais qui ne se perçoit pas dans l'électronique parce que son marché final est dans l'aérospatial. Alors, quand on prend tout ça, puis on a travaillé avec des firmes de consultants assez importantes au Québec, ils nous ont dit, écoutez, si on regarde tout ça, puis si on regarde comment l'industrie est desservie par l'industrie d'électronique, bien, au Québec, on parlerait de près de 350 000 emplois qui seraient directement impactés par l'électronique, puis 55 milliards au niveau du PIB. Donc, une industrie qui a un impact majeur parce qu'on touche à chacun des verticaux. Puis si vous regardez, bien, si on parle de technologie aujourd'hui, regardez, ça va être soit connecté, soit il va générer des données pour l'intelligence artificielle ou toutes les autres sphères de marché qui sont en pleine croissance. Donc, l'électronique est au cœur de nos industries modernes, on a déjà mentionné. Puis ces chiffres-là, bien, ça vous donne une bonne indication de l'impact, malgré le fait qu'on est invisible, inodore, incolore. On n'est pas là, mais on est présent partout. Parfait. Merci, Normand. Claude, j'aimerais aussi avoir ton point de vue. Oui, donc Normand a parlé du fait qu'on est, on est horizontal, on n'est pas vertical, c'est vrai. Donc, on est à peu près, on est dans tous les secteurs de marché, là, de semi-conducteurs. Et tantôt, on a parlé, Stéphane a parlé, Normand a parlé des nœuds technologiques. Quand on parle de semi-conducteurs, traditionnellement, de puces semi-conducteurs, vous imaginez les mémoires qui sont dans les ordinateurs, les microprocesseurs, dans notre téléphone intelligent, justement. Récemment, on parle beaucoup aussi d'intelligence artificielle, la fameuse compagnie NVIDIA qui fait des chips, qui a commencé par des processeurs graphiques là, qui sont utilisés dans le jeu vidéo, qui sont aujourd'hui utilisés dans l'intelligence artificielle. Ça, c'est des applications qui utilisent des nœuds technologiques les plus avancés. Donc, ça nécessite là, la fabrication, justement, à Samsung ou à Taïwan dans des nœuds technologiques 4 nanomètres, 3 nanomètres. Mais si on regarde l'ensemble des applications semi-conducteurs dans tous les marchés, il y a bien plus que ça. On ne parle pas seulement de nœuds technologiques de 2, 3, 4 nanomètres pour plusieurs types d'applications. Juste pour vous dire, c'est rendu qu'on retrouve des chips semi-conducteurs dans nos brosses à dents. Donc, il y a une multitude d'applications. Puis je vais vous en donner quelques-unes. Par exemple, les puces qui vont déployer les ballons gonflables dans votre voiture. Si vous avez un accident, ben, c'est une puce qui combine de l'électronique et de la mécanique. C'est un exemple de puce qu'on fait à Bromont. On a parlé aussi, j'ai parlé des caméras sur la planète Mars, un autre exemple. Donc, il y en a vraiment partout. Les véhicules autonomes sont équipés de capteurs d'électronique partout. Un exemple aussi dans l'automobile, de plus en plus, on parle de voitures électriques, des puces qui vont fonctionner à très haute tension. Par exemple, des puces qui vont fonctionner, malgré le fait qu'elles sont extrêmement petites, qui vont fonctionner jusqu'à 1000 volts. Ça ne peut pas être fabriqué dans des technologies 2 ou 3 nanomètres. Ça ne fonctionne pas. C'est des technologies qui sont plus spécialisées, plus nichées. Un autre exemple, par exemple, dans la santé, les laboratoires sur puces. Si vous envoyez votre salive à une compagnie comme Ancestry ou 23andMe, ben, eux autres, ils vont utiliser un laboratoire sur puce qui combine la capacité de manipuler des matériaux, des fluides avec de l'électronique.
Donc, c'est un autre type d'application. Si votre médecin vous fait une analyse génétique pour détecter des maladies, des pathologies, etc., etc. Normalement, on parlait de quantique, donc on parle de puces photoniques dans ce cas-là. Donc, on ne parle pas seulement d'électronique, mais on parle aussi de capacité de manipuler des photons. Donc, ça vous donne une idée jusqu'à quel point c'est présent dans tous les secteurs de marché. Puis, dans à peu près tous ces secteurs de marché-là, il y a des opportunités évidentes pour le Québec. Parfait. Merci beaucoup, Claude. Alors, Carl? Mais merci beaucoup, Michel. D'abord, c'est tellement intéressant ce qu'on est en train de discuter. Le prochain bloc, on va l'amorcer avec Marie-Josée et Claude. Et je vous invite également, ceux qui sont avec nous ce midi, si vous avez des questions, des commentaires, d'utiliser les onglets relatifs à ces questions, à ces commentaires, et on va s'assurer de pouvoir les poser à nos intervenants à la fin de l'exercice. Alors, avec Marie-Josée et Claude, on le voit là. Tantôt, Stéphane a parlé de mise en contexte, a parlé du positionnement du Québec. Il a parlé également du Chips Act American. Puis peut-être que la question que je lancerai à Marie-Josée, dans ce contexte-là, quelles sont les forces actuelles en place au Québec et au Canada pour faire face à cette nouvelle réalité changeante auquel nous faisons face? Et en même temps, peut-être aussi, si c'est possible, Marie-Josée et ou Claude, de répondre à la question d'une intervenante qui mentionnait que quelles sont les implications de l'implantation du Chips Act American pour le secteur au Québec. Alors, Marie-Josée? En fait, je vais passer la parole à Claude en premier. On va parler plus au niveau technologique, puis on pourra répondre à la question aussi après. Excellent. Alors, Claude? Oui, merci Marie-Josée. Donc, effectivement, si on regarde les forces présentes au Québec, on a parlé que le manufacturier s'est en allé en Asie graduellement dans les 20 dernières années, mais il y a quand même le développement de base est beaucoup resté en Amérique du Nord. Puis c'est impressionnant quand même, si on regarde au Québec et au Canada en général, de quelle façon on est quand même super bien positionné là, pour capter les opportunités dans le reshoring ou ce qu'on appelle le friendshoring. On a beaucoup de capacités au Canada. Premièrement, le design, la conception des puces les plus avancées. On a beaucoup de capacités au Canada là-dessus. Spécifiquement, là, au niveau développement manufacturier, on a le CPFC, qui est un centre photonique à Ottawa, sur lequel il y a eu un investissement d'à peu près 100 millions d'initiés depuis à peu près un an, qui est impressionnant. Bien entendu, on a décrit Bromont, là, les usines qu'on a à Bromont, le C2MI. On a aussi, il y a une petite usine d'Excelitas à Montréal là, qui fait quand même des produits de pointe qui sont utilisés, par exemple, dans le domaine de la défense. Si on regarde au niveau, Marie-Josée va parler là, de formation, mais la chaîne intégrée entre le 3IT de l'Université de Sherbrooke, le C2MI, les industriels, qui est quand même très unique au monde là, pour être capable de partir d'un prototype jusqu'à un produit en production à volume. C'est impressionnant. On a beaucoup d'universités, malgré le fait que le manufacturing s'est en allé. Les universités sont demeurées très actives dans le domaine du semi-conducteur. Ça nous place dans une position pour être capable de former des gens rapidement. Je ne vais pas parler de l'INO à Québec, qui est aussi active dans le domaine aussi. La CMC, Canadian Microelectronic Corporation, qui est unique au monde, qui permet à nos universités, nos startups, d'accéder à des usines un peu partout dans le monde auxquelles il n'y aurait pas accès. Il y a aussi les CCCT au Québec, dont on ne parle pas très souvent, mais qui sont aussi uniques au monde, puis qui permettent, encore une fois, de développer toute la chaîne. Pas seulement la science fondamentale, mais aussi des applications très concrètes avec des industriels. Il y a la CIMEC au Lionel Gros, mais il y a d'autres exemples. Et peut-être pour répondre à la question sur le CHIP Act, notre proximité dans le corridor nord-est, le semi-conducteur manufacturing qui était avant en Californie, en Silicon Valley, s'est beaucoup déplacé dans l'État de New York, dans le nord-est des États-Unis. Puis on est vraiment positionné pour être très complémentaire avec ce qui se fait aux États-Unis. Donc, on n'essaye pas de compétitionner avec eux autres pour aller chercher des usines 2 nanomètres à 20, 30 milliards de dollars, mais on est vraiment très complémentaires. Je parlais des chips haute tension, la photonique, les capteurs, l'assemblage. Donc, je pense qu'au Québec, c'est impressionnant de quelle façon on est vraiment bien positionné pour prendre les opportunités du friendshoring ou reshoring
et pour collaborer avec le corridor Nord-Est dans le contexte du CHIP Act. Je passe la parole à Marie-Josée. Merci, Claude. Marie-Josée? Oui, bien en fait, pour compléter un peu ce que Claude a dit, je pense un des avantages qu'on a définitivement au Québec, c'est notre proximité avec le milieu d'enseignement. Donc, entre autres, pour développer la main-d'œuvre, parce qu'évidemment, c'est aussi encore un sujet d'actualité. Donc, la majorité de nos milieux d'enseignement québécois sont à l'écoute de l'industrie. Puis ça, c'est sûr qu'il faut conserver ça, parce que je pense que c'est un avantage définitif là, par rapport à ce qui se fait ailleurs, même ailleurs au Canada, mais surtout ailleurs dans le monde. Donc, c'est des institutions qui sont capables d'écouter, qui sont capables de s'adapter, puis qui sont capables de mettre en place des programmes relativement rapidement en fonction des besoins industriels. Puis j'ai une couple d'exemples, en fait. On a été capable, le CDMI, puis avec les partenaires de la zone d'innovation ici, de mettre en place un programme spécifique avec le Cégep de Granby pour nos techniciens de maintenance. Donc, on a développé un programme en dedans d'un an qui inclut tous les cours qui sont nécessaires pour les futurs techniciens pour être capables de travailler de façon efficace sur les équipements qui sont quand même des équipements de technologie avancée, là, comme ce qu'on a dans le milieu du semi-conducteur. Fait que ça, c'est un exemple. Là. Il y en a plusieurs autres, mais je pense que ça démontre en fait que c'est définitivement un avantage qu'il faut continuer d'utiliser puis qu'il faut garder. Au niveau universitaire, évidemment, on a beaucoup d'interactions avec les universités là, comme centre de recherche à travers des chaires de recherche, mais aussi on travaille un peu en amont où on essaie de regrouper toutes les universités québécoises pour former le premier programme de certification en assemblage puis en microfabrication. Donc, notre objectif est vraiment de former nos professionnels de demain pour être capables de travailler dans notre environnement. Parce que ce qui est un peu triste dans les statistiques aujourd'hui, c'est que de tous les étudiants qu'on forme actuellement au Canada, il y en a 25 % qui quittent. Donc, puis de ce 25 %-là, 80 % s'en vont aux États-Unis. Donc, il y a quand même le quart de nos étudiants qu'on n'est pas capable de garder ici, soit parce qu'on a besoin des rôles un peu plus intéressants, on a besoin des possibilités un peu plus intéressantes pour eux. Puis, si on regarde de l'autre côté, au niveau des États-Unis, bien, avec tout ce qui se met en place, on a parlé d'investissement de CHIP Act et tout, donc eux vont avoir besoin de 36 000 professionnels uniquement pour les usines de semi-conducteurs. Donc, ça, c'est sans compter tous les domaines connexes qui vont arriver après. Donc, si on veut garder nos gens ici, si on veut garder nos jeunes, garder nos forces au niveau universitaire, notre développement, notre R&D, je pense qu'il faut qu'on continue de travailler sur les prochaines technologies. Il faut qu'on leur donne ces possibilités-là. Puis nous, je pense comme industriels ou comme centre de recherche, il faut qu'on pousse plus loin, puis il faut qu'on s'assure qu'on est vraiment toujours à la fine pointe de cette technologie-là. Marie-Josée, j'ai une petite question d'éclaircissement. Quand tu mentionnes que 25 % des jeunes quittent le secteur ou quittent le Québec? Quittent le Canada, en fait. C'est des statistiques canadiennes, de Statistique Canada. Okay. Donc, 25 % quittent le Canada pour aller, une fois qu'ils ont terminé leurs études, pour aller travailler à l'extérieur. Parfait. Puis je vois déjà des questions arriver qui vont être en lien avec ça. On aura l'occasion d'y revenir à la fin avec la période de questions. Merci Marie-Josée. Merci Stéphane. Claude. Alors, Michel, je te retourne la parole. Parfait, merci. On voit l'importance pour le côté américain d'investir massivement dans le secteur des semi-conducteurs. Alors, la quatrième question est, considérant le fait que les États-Unis investissent massivement dans ce secteur, comment le Québec et le Canada peuvent se positionner pour être complémentaires à la stratégie américaine? J'inviterai Stéphane à répondre. Oui, bien, encore une fois, ça va être complémentaire. Certains éléments ont été discutés déjà, mais il y a un premier constat que je pense qu'on va tous être d'accord à faire ensemble, c'est que le Canada n'a pas le moyen des États-Unis, par sa taille, par son économie. Donc, le premier élément, notre stratégie doit être à la hauteur de nos moyens. Par ailleurs, la volonté des États-Unis de ramener une chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs forte en Amérique du Nord, de par la complexité et l'ampleur de ce que représente la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs et en microélectronique, pardon, bien, les États-Unis n'y arriveront pas seuls. Évidemment, ils ont besoin d'amis, d'alliés pour bâtir cette chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est là où il faut être, quand on parle d'une chaîne, il y a plusieurs maillons. Puis oui, si on regarde le maillon des nœuds technologiques les plus avancés, Claude en faisait mention, c'est une usine peut demander 20 milliards et plus d'investissements pour être mis sur pied. Par ailleurs, comme je le disais, si ces puces-là ne sont pas assemblées,
ben, elles sont inutilisables. Et l'investissement au niveau assemblage est au moins d'un ordre de grandeur inférieur, sinon même plus. Donc, à des centaines de millions, il y a moyen d'avoir une infrastructure d'assemblage très à la fine pointe de ce qui est requis dans le marché. Donc, là, je parle d'un secteur que je connais bien, l'assemblage, mais il y a d'autres opportunités de la sorte. Alors, une vision complémentaire, bien ciblée sur des forces déjà présentes, parce qu'on dit tout le temps, quand il y a déjà un noyau, faire croître ce qui existe déjà, c'est beaucoup plus facile que de partir à zéro. Donc, regardez nos forces qui sont complémentaires. Puis, c'est sûr qu'on a besoin d'un soutien. Les industriels ont besoin d'un soutien au niveau investissement. On voit tout ce qui est déployé au niveau de nos gouvernements pour soutenir la filière batterie, par exemple. Puis, c'est des investissements importants. Puis, c'est une stratégie qui doit être commune, académique, industrielle et gouvernementale. C'est la même chose au niveau des semi-conducteurs. Puis on a besoin de ce soutien-là aussi au niveau industriel pour faire des investissements parce qu'effectivement, le soutien pour l'investissement, Claude en faisait mention, pour supporter la recherche, pour supporter le développement, pour supporter l'élaboration de ces nouvelles solutions, nouvelles technologies-là, on n'est pas absent, on est présent. Puis le corridor Nord-Est, IBM a 2 grands centres de recherche qui est dans notre cours à Yorktown et Albany, dans le milieu des semi-conducteurs et de l'électronique. Donc, il y a un bon positionnement géographique ici, des bonnes opportunités, mais ça prend les investissements pour ramener, si on veut, une chaîne d'approvisionnement manufacturière. Ça prend pas d'investissement pour la manufacture, pour la production à volume. Puis ça, cette dernière étape-là, ben, avoir un soutien complet pour accompagner les industriels là-dedans, c'est plus difficile, mais le temps presse. L'opportunité aussi est là. Les investissements, on les entend au niveau des États-Unis. Il y a il y a des usines qui se mettent sur pied actuellement et le temps de se préparer à assembler ces semi-conducteurs-là qui vont être produits dans quelques années et maintenant, si on parle encore une fois de l'assemblage. Donc, voilà certaines opportunités, mais il faut bien les cibler, bien jouer nos cartes. Puis à la fin, si on est bien timé aussi, donc on arrive à temps, bien, ça fait que tu te mets à l'entour de la table, puis tu es un maillon important dans le succès de la chaîne. Puis quand il arrive des difficultés comme la pandémie, j'ai déjà entendu, je pense, le ministre Champagne dire qu'au moment des vaccins puis de la COVID, le Canada a eu accès aux vaccins, pas parce qu'on les faisait, parce qu'il y a un ingrédient essentiel à la production des vaccins qui était produit au Canada. Donc, voilà un exemple d'être critique dans la chaîne avec un maillon pour pouvoir être à l'entour de la table comme pays, comme société, puis avoir accès à ces technologies-là selon nos besoins. Parfait, merci beaucoup, Stéphane. Marie-Josée. Oui, en fait, pour juste prendre un exemple simpliste là, pour faire du pouce sur ce que Stéphane vient juste de dire, pour être un maillon de la chaîne, puis l'exemple avec les vaccins, si on prend une automobile, on a entendu beaucoup parler dans la pandémie, des voitures qui ne sortaient pas des usines Ford parce que, bon, il y avait des contrôleurs d'ABS qui n'étaient pas disponibles, qu'il y avait plusieurs pièces semi-conducteurs qui n'étaient pas disponibles, mais il faut juste penser aussi que ces voitures-là ne sortiront pas plus de l'usine s'il n'y a pas les capteurs de pression qui font déployer les coussins gonflables. Comme Claude vous l'a présenté un peu plus tôt, ben ça, c'est le genre de technologie qui est disponible ici, donc qui est fait par Teledyne, par exemple. Fait que c'est un des exemples, mais c'est aussi, je pense, important là, de regarder, comme Stéphane dit, de regarder partout où on est présent puis de s'assurer qu'on est indispensable. Si je mets mon chapeau plus R&D, là, ce qu'on regarde aujourd'hui, on a des capacités pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Là, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, les technologies, on a parlé de nos technologies, on a parlé d'évolution, continuent d'évoluer. Donc, c'est important qu'on continue aussi de développer ces technologies-là puis de s'assurer qu'on est en lien avec tout ce qui est développé ailleurs. Puis actuellement, ce qui se passe, je vais dire, autant au niveau américain qu'au niveau européen, eux savent là où sont leurs lacunes. Puis là, ils magasinent. Fait qu'ils regardent dans les pays amis, est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des entreprises, est-ce qu'il y a des communautés qui ont ce qu'ils ont besoin? Et s'ils ne l'ont pas, bien, ils vont le mettre en place chez eux. Donc, c'est relativement simple, là. Il y a des budgets qui ont été identifiés dans le CHIP Act, même chose au niveau européen. Puis, s'ils ne trouvent pas ce qu'ils ont besoin dans des pays amis, ils vont le mettre en place.
Donc, je pense que c'est important pour nous d'annoncer nos couleurs rapidement pour pouvoir rester, je dirais, à l'avant-garde de ces technologies-là et de continuer de jouer un rôle critique là, dans cette chaîne d'approvisionnement, mais aussi dans le développement technologique. Peut-être une autre façon que je vois, puis qu'il est un peu, je dirais, on sort un peu de la technologie, mais pas tant. Donc, une autre façon de se différencier, selon moi, ce serait aussi de travailler à développer toutes ces nouvelles technologies-là, donc de continuer d'investir dans les nouvelles technologies, mais d'amener l'approche éco-responsable dans le développement de ces technologies-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est encore, je dirais, un courant fort, mais c'est définitivement quelque chose qui a de l'intérêt au niveau des grandes entreprises, évidemment. Donc, on peut s'imaginer au Québec, on a l'avantage de l'hydroélectricité. On a le désir de faire les choses différemment. On a des esprits d'entrepreneurs qui sont assez incroyables ici au Québec. Donc, je pense que si on travaillait un peu différemment pour développer ces technologies-là, ces nouvelles technologies-là, en mettant l'emphase sur leur faible empreinte environnementale, je pense que ça sera une autre façon aussi je dirais, d'attirer l'attention, de se démarquer, puis aussi une belle opportunité de faire une pierre deux coups, là, donc de développer les nouvelles technologies, mais aussi de les amener à un autre niveau, là, au niveau environnemental pour, évidemment, le bienfait de la planète. Je m'excuse. Je m'excuse, Michel, mais c'est parce que je vois une question liée à la stratégie complémentaire, puis un des membres aujourd'hui. Est-ce que la stratégie est vraiment celle d'être complémentaire aux États-Unis, d'être leader? Donc, je voulais juste préciser que quand je parle de complémentarité, je parle dans la chaîne, il y a plusieurs maillons. Donc, choisir un maillon dans la chaîne qui est complémentaire pour pas qu'on compétitionne sur les mêmes investissements en Amérique du Nord. Il y a tellement à faire, il y a tellement de maillons. Donc, la complémentarité, c'est dans le choix de maillon. Lorsqu'on a choisi le maillon, être un leader dans ce maillon-là, c'est absolument essentiel. Donc, je voulais juste amener cette précision-là face à la question que j'ai lue. Non, tu as 100% raison. Puis, en même Oui, temps, puis si je peux me permettre, Michel, je pense que c'est une très bonne précision, effectivement, parce que j'ai aussi parlé de complémentarité, puis c'est exactement en ligne avec ce que Stéphane dit. Tu sais, par exemple, nous autres, notre usine où on fait des capteurs, Marie-Josée en parlait, il n'y a pas d'équivalent aux États-Unis. Là. On est vraiment les leaders dans le domaine. Puis, c'est apprécié par les Américains, ça. Marie-Josée parlait, les pays amis veulent avoir ces capacités-là. Puis, c'est apprécié par les Américains d'avoir ce genre de leadership-là. Puis, Stéphane pourrait dire la même affaire au niveau de l'usine de packaging de Bromont. Donc, c'est vraiment important cette différence-là entre complémentarité et leadership. Non, vous avez entièrement raison. Et si je peux mentionner aussi, on voit que c'est une grande priorité du côté de l'ambassade américaine d'Ottawa et du côté du consulat américain à Montréal de continuer ce partenariat-là avec les entreprises du Québec. Ça nous amène aux questions du public. Alors, Carl, c'est à toi. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, je présume que nos invités vont nous rejoindre sur l'écran. J'avais une question rapide. Le temps file tellement rapidement. Alors, j'espère qu'on va être capable d'y aller en question rafale, si je peux le dire ainsi. Marie-Josée, la question s'adressait à toi. Est-ce la différence salariale entre le Canada et les États-Unis, entre autres, qui contribue significativement à l'exode des jeunes, parce que c'est ce que tu mentionnais dans ta présentation? Et j'aimerais peut-être faire un parallèle avec une question qui nous a été soumise également par rapport aux perspectives que peut offrir la mobilité internationale en lien avec le travail ou le secteur technologique. Oui. Donc, ce qu'on voit dans les études, c'est que, bon, oui, le salaire, mais je pense que les jeunes regardent quand même le coût total. Donc, c'est sûr que ça peut, le salaire à San Francisco et la fiscalité est intéressant, mais il n'y a pas vraiment de maison en bas de quelques millions, je pense. Là. Donc, je dirais que c'est pas nécessairement ce qui ressortait le plus. Ce qui ressortait le plus, c'est vraiment les défis technologiques et les opportunités de pouvoir se dépasser. Donc, il y avait l'impression qu'il y avait plus ça à l'extérieur que ce qu'il y avait ici au Canada. Fait que je pense de là l'importance de continuer de travailler sur les nouvelles technologies, continuer de se développer là-dedans pour pouvoir les attirer. Et la mobilité internationale a-t-elle une opportunité ou peut-elle jouer un rôle?
Ben, définitivement une Ouais. opportunité pour nous, là. Je pense qu'il faut qu'on mise là-dessus, comme tous les autres pays commencent à miser là-dessus, là. Donc, on a C'est- plusieurs paradigmes qui sont tombés dans les dernières années là, Ouais. avec la pandémie. Puis je pense qu'on travaille de mieux en mieux avec ça. Donc, oui, il faut qu'on utilise ça définitivement. Ce que Excellent. Oui. j'ajouterais juste, dans notre milieu technologique pour les jeunes, ils veulent beaucoup travailler dans ce qui est hot. Donc, Mhm. s'il y a quelque chose qui est vraiment voir ces technologies-là, avoir accès à des techniques de pointe, comme Marie-Josée le dit, pour se dépasser. Donc, un de nos challenges, c'est comment faire bien, pas miroiter parce que ce n'est pas un mirage, comment bien expliquer que ce qui se fait ici au Québec, c'est hot. Oui, c'est peut-être dans l'infrastructure, il faut expliquer ce qu'on fait, comment ça va contribuer à la société. Mais c'est vraiment hot ce qui se passe. C'est un secteur au cœur des enjeux économiques et de sécurité pour toutes les nations. Donc, c'est ce message-là aussi qu'il faut amener avec, oui, une offre compétitive. C'est tellement vrai ce que vous dites, Stéphane. Quand j'ai découvert ce que vous faisiez à Bromont, j'étais vraiment subjugué par ce qui se faisait là, la technologie, puis vraiment la place de leadership qui est assumée par votre entreprise, mais également par le Québec sur cet écosystème. Alors, c'est vraiment impressionnant. Puis j'invite tous ceux et celles qui sont avec nous ce midi, si vous n'avez pas eu encore l'occasion d'aller voir les installations physiquement, je vous suggère de prendre un rendez-vous avec Stéphane et son équipe pour qu'ils puissent vous faire connaître et avec Marie-Josée leurs installations. Vous allez voir que ça vaut le détour. Rapidement, j'ai Je veux peut-être... juste Ah, ajouter oui, sur l'attractivité internationale, on a la oui. chance aussi de. Tu sais, on a parlé beaucoup des États-Unis, mais l'Europe, là, la France, la Belgique, la région de Grenoble, la région de Leuven en Belgique, c'est une pépinière de formation de talent dans le domaine du semi-conducteur. Puis on a quand même la chance, tu sais, on est bien positionné au Québec pour attirer des gens qui ont une langue commune. Puis souvent, les Européens aiment venir s'installer au Québec. Donc, ça, c'est une force d'attractivité qu'on a au Québec, là, parce que c'est un gros hub qu'il y a là-bas, là, une bonne pépinière. Alors, je ferai un clin d'œil à le sujet de l'heure actuellement, qui est l'immigration au Québec. Alors, je comprends bien que l'immigration peut jouer un rôle important et positif dans le secteur dans lequel vous évoluez. J'ai une question. Est-ce que Tecnum et le C2MI travaillent avec l'industrie solaire PV au niveau des semi-conducteurs? De même pour l'industrie de l'électronique de puissance appliquée au réseau électrique, convertisseur, transformateur de puissance. C'est très précis comme question, mais ça peut être à Marie-Josée ou à Normand. C'est sur Ils mute. sont mute. Oui, ton micro, Normand. Désolé, je vais me lancer vite, vite. Écoutez, l'électronique de puissance, quand on parlait justement d'éléments bien spécifiques dans la chaîne d'approvisionnement, c'est définitivement un qui est en train d'être regardé. On travaille avec Investissement Québec, on travaille avec Invest in Canada. On a déjà identifié 230 entreprises au niveau mondial, dont 70 qui seraient des joueurs clés dans ce qu'on est en train de faire. Alors oui, l'électronique de puissance, on est là-dedans. On travaille avec des firmes à l'international, on essaie de les attirer ici, puis on a tout ce que ça prend. Quand Claude parlait de l'énergie verte, ben, effectivement, notre hydroélectricité, elle est de plus en plus en demande. Et comme vous le savez, on en a de moins en moins. Alors, on travaille avec l'équipe du MEIE là, pour identifier des compagnies qui devraient être prioritaires sur la cartographie du Québec. Merci beaucoup. Écoutez, je vois le temps qui file. Michel, on est déjà rendu à la période de remerciements et de conclusion. C'est tout le temps que nous avions. Alors, j'aimerais simplement remercier les partenaires et les invités que nous avions avec nous ce midi de votre générosité, de votre expertise et surtout du partage de celle-ci. Et Michel, je te retourne la parole pour les mots de la fin. Merci beaucoup, Carl, et un gros merci à Marie-Josée, Stéphane, Normand et Claude pour, je ne sais pas si c'était comme moi, Carl, mais ça aurait pu durer encore 1 heure et c'était vraiment intéressant. Facilement. Puis, on voit qu'il y a du sujet. Puis il y a 2 choses, moi, que je retiens là-dessus. C'est une des paroles que Stéphane a dit, que ce qu'on fait au Québec en matière dans l'industrie des semi-conducteurs, c'est hot. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit se souvenir et qu'on doit garder. Et tout ça, le développement et la chance qu'on a d'être complémentaires aux États-Unis, ben, c'est vraiment une collaboration entre l'industrie, le monde académique et le gouvernement. Et corrigez-moi, mais ça se passe maintenant. Donc, c'est vraiment le temps d'agir, c'est vraiment le temps d'investir, c'est vraiment le temps au Québec de prendre sa place. Alors, un gros merci à vous tous pour ce webinaire et merci, Carl, pour la collaboration.
Je te retourne l'appareil, Michel. Merci beaucoup pour la vision que l'AmCham et toi avez pour l'économie du Québec, mais surtout pour les relations entre le Québec et, entre autres, certains États américains. Alors, c'est très apprécié. Merci à toi et merci à tous ceux et celles qui étaient avec nous ce midi là, pour participer à ces échanges fort intéressants. Merci. Merci à Merci tout le à tous. monde. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.